on a un scoop pour vous. Enfin, ce n'est pas vraiment un scoop, c'est une avant-première. C'est la campagne de publicité. La campagne de publicité, ça fait 3 ans que la FNTR fait des campagnes chaque année. C'est la 3e année. Il y a un bon vieux principe dans la pub, c'est le principe de répétition. Il faut répéter toujours les mêmes choses. Donc, vous allez voir, bonne nouvelle, le slogan est le même. Si vous l'avez, c'est parce que vous allez le voir. Il y aura une dizaine de spots qui sont presque tous finalisés. Regardez, un exemple parmi les quelques spots que nous verrons bientôt sur nos écrans. Regardez. Ça, c'est sans. Là, c'est avec. Profitons du calme pour préciser que cette tétine, comme 88% des biens en France, a été transportée par la route. Les couches aussi, d'ailleurs. Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Ça, c'est sans. Là, c'est avec. Si Bobby est bien au chaud cet hiver, c'est parce que son magnifique pull, comme 88% des biens en France, a été transporté par la route. Pareil pour tes croquettes, Bobby. Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Voilà 2 exemples, il y en aura plein d'autres, plein de différents. Juste important, ne vous attendez pas à les voir à 20h30 sur TF1. La campagne de recrutement de l'armée française, c'est à peu près 5 à 6 millions d'euros. Et malheureusement, il n'y a pas l'argent pour faire 5 millions d'euros de pages de pub. Mais en revanche, non, ce qui est très malin, c'est que la nécessité fait loi et les crises provoquent ça permet de réfléchir à mieux sur l'achat d'espace. Il y a un achat d'espace qui a été peaufiné et bien travaillé. Ça sera en gros sur gros efforts sur le digital, sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux vont en parler. D'ailleurs, les films sont à disposition. Si vous avez des copains sur Facebook, n'hésitez pas à les reprendre. Et derrière, par exemple, sur tous les réseaux sociaux, des journaux de province, la PQR, et également des spots radio sur... Ça va faire plaisir à Vincent Autoroute, qui est l'un des partenaires que je vous conseille d'aller voir en faisant. Plus je fais de la pub pour les partenaires, plus la déléguée générale est ravie. Et plus Karine est ravie. Donc allez voir, il y a Vincent Autoroute, et donc il y aura des spots sur 107.7. Les spots, c'est essentiellement pendant les périodes de vacances, c'est-à-dire Noël et la Toussaint, et sur 107.7, ça sera pendant le chassé-croisé, avec un gros effort, un taux de pénétration important, comme on dit, au moment du 1er novembre. Voilà. On passe de l'économie carrément au social et au sociétal. J'appelle Olivier Gantois, et j'ai oublié les noms des autres, mon Dieu. Olivier Gantois, Patrick Cholton et Jean-Yves Astoin. Venez nous rejoindre, je vous en prie. Olivier Gantois, représentant de l'UFIP-EM. L'UFIP, c'était l'Union française des industries du pétrole. On a rajouté EM comme énergie, au pluriel, et M comme mobilité. Jean-Yves Astoin, bonjour, directeur des transports Astoin. Vous avez plus d'activités, il y a les transports et puis il y a la station. On parlera surtout du transport, si ça ne vous gêne pas. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Et M. Cholton, bonjour, président de la Fédération française de la carrosserie et président du salon Solutrans. C'est quand le prochain Solutrans? Novembre 2023. Prenez un micro, je vous en prie. Novembre 2023. Ça sera où? Toujours pareil, Eurexpo à Lyon. D'accord. On a déjà pris les rendez-vous de novembre 2023. Tout à fait. On va commencer par vous, si ça ne vous gêne pas, M. Gantois, avec une question très simple. Vous représentez en fait ici, vous êtes le porte-parole des industries pétrolières. Est-ce qu'on aura assez de gazole? Voilà, la question est simple. La réponse est oui. Ouf. Mais je suis content que vous ne m'ayez pas posé la question du prix. Oui, elle allait venir. Alors je recommence. Pouf, pouf. Alors, est-ce qu'on aura assez de gazole? Et si oui, à quel prix? Ça vous alors, plus sérieusement sur est-ce qu'on aura assez de gazole, pourquoi oui? Et bien sûr, je m'inscris dans le contexte de la guerre en Ukraine qui, en plus du redémarrage de l'activité économique l'an dernier, laquelle avait fait augmenter la demande mondiale de pétrole et notamment de gazoil, s'est rajoutée avec cette problématique de l'approvisionnement du pétrole russe et notamment du gazoil, puisque la France importe à peu près la moitié de son gazoil, et sur ces importations, la Russie en 2021 avait représenté 1/3 des importations de gazoil, donc c'était significatif. Alors, depuis fin février, nous travaillons avec les autorités et avec nos adhérents pour préparer un embargo qui, en mars, n'existait pas encore, qui est en vigueur depuis début juin,
avec un délai de 8 mois, au-delà duquel, c'est-à-dire début février, au-delà duquel on ne pourra plus rentrer une seule goutte de gasoil russe en France. Donc, depuis mars, on travaille à comment est-ce que ça va se passer, quelles sont les solutions de substitution. Et c'est pour ça que je peux dire oui, c'est parce que le gazole qui venait de Russie va venir d'ailleurs, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient, d'Inde, et il y aura assez de gazole cet hiver. Va venir, il arrive déjà? Est-ce qu'il y aura des trous dans la raquette? Non, il n'y aura pas de trous dans la raquette, puisque finalement, pourquoi est-ce que l'Union européenne nous a donné 8 mois pour mettre en place cet embargo? C'est justement pour permettre de progressivement réduire les importations de gazole et remplacer ces importations par du gazole qui vient d'ailleurs. Bon, à quel prix? Parce que quand vous dites ça manque, c'est peut-être des petites choses conjoncturelles, mais faire le plein actuellement chez AS24 dans le Nord, c'est impensable. Because, moins 20 centimes, donc on le donne d'abord aux automobilistes, pas pour les camions, et également parce que c'est beaucoup moins cher en France qu'en Belgique ou en Allemagne, et tous les camionneurs du Nord descendent dans le nord de la France. Alors là, il faut que je revienne quand même 3 ans en arrière, avant Covid. La demande mondiale de pétrole était de 100 millions de barils par jour, et le prix du baril était environ à 70 $. Et bien sûr, tout ça s'est effondré en 2020 avec les confinements, a redémarré progressivement en 2020 puis en 2021 au gré des déconfinements. Mais ce qui s'est passé, si vous vous souvenez, au 4e trimestre de l'année 2021, c'est que l'économie mondiale a vraiment redémarré. Et tout à coup, la demande pétrolière a redémarré presque en proportion du redémarrage de l'économie mondiale. Je fais un aparté pour dire que, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure pour d'autres secteurs, en termes de transition énergétique et notamment de défossilisation, de dépétrolisation de la consommation mondiale, il n'y a pas eu d'effet Covid. On pensait à l'époque que oui, peut-être qu'une partie de la baisse de la demande disparaîtrait de façon structurelle, ça n'a pas été le cas. Bon. C'est pour ça que fin 2021, la demande mondiale était revenue à 98 millions de barils par jour, donc pas tout à fait les 100 d'avant Covid, mais presque. Et là maintenant, on est revenu à 100. L'an prochain, l'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'on sera à 102. Donc ça, c'est au niveau de la demande. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que la demande croissait et que dans le même temps, les producteurs de pétrole brut, notamment la partie des producteurs qui est réunie dans ce qu'on appelle l'organisation des producteurs, l'OPEP, a décidé finalement d'augmenter sa production presque au même rythme que l'augmentation de la demande, mais pas tout à fait, de manière à s'assurer que elle ne créait pas vraiment de pénurie, mais elle ne créait certainement pas d'excédent. Et c'est ce qui fait que ce qu'on appelle, nous, la discipline de ces producteurs de brut à remettre de la production sur le marché très progressivement a fait que les prix sont montés, et ça avant même l'invasion de l'Ukraine, puisque au début de l'année, on était aux alentours de 85 $ le baril. Et là, bien sûr, avec ce qui s'est passé en Ukraine, nervosité des marchés, crainte sur la disponibilité de pétrole russe, on est monté à 120, 130. Depuis le début de l'été, ça a baissé. Pourquoi la guerre en Ukraine reste là, et le risque est tout aussi grand lié à ce qui va se passer en Russie. Mais dans le même temps, il y a une vraie crainte de récession ce coup-ci mondiale, et c'est ce qui fait que ce matin, le baril de pétrole était à 91 $. Donc on est un peu plus cher qu'avant Covid, beaucoup moins cher que le pic qui était vers le mois de mars ou avril de cette année. Et ma prédiction, c'est toujours très difficile de prédire quel va être le prix du brut, mais tant que la guerre en Ukraine durera, on restera dans des zones de prix élevés, parce que 91 $ le baril, ça reste élevé. Alors maintenant, normalement, tout ça se répercute à la pompe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une initiative du gouvernement depuis le mois d'avril, vous le savez, de réduire les prix à la pompe, donc moins 15 centimes hors taxe sur toutes les ventes. Et quand je dis à la pompe, ça concerne aussi les ventes en vrac, donc moins 15 centimes depuis le 1er avril, qui sont montés donc à moins 25 centimes depuis le 1er septembre, plus les cadeaux de certains distributeurs. Mais vous parlez de crainte. Cette crainte justifie, cette crainte totalement immatérielle, qui ne repose rien sur des objets concrets,
elle justifie du dollar comme pour l'électricité. Le prix augmente alors qu'il n'y a pas de risque. Vous dites qu'il n'y a pas de risque et pourtant les professionnels, ils craignent. Et donc, il faut monter le baril. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier quand même que même si on sait qu'on va pouvoir se passer de gaz russe et de pétrole russe, pourquoi on pourra s'en passer? C'est parce que certains pays, et notamment des gros consommateurs dans la planète, n'ont pas décrété d'embargo. Hein. Mais il ne faut pas oublier quand même que la Russie est le 3e producteur mondial de pétrole. Et donc, quand le 3e producteur mondial est donc en situation de guerre, qui a des bruits de bottes comme cette semaine, avec des craintes d'une escalade, on va dire, dans le conflit, les marchés sont forcément très nerveux et dans la crainte de manquer, même si aujourd'hui on sait qu'on ne manquera pas, eh bien ça fait monter les prix. Jean-Yves Astoin, Patrick Sauton, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Il restera cher. Ah oui. Tant que la guerre durera, les prix resteront élevés. Et quand on aura moins peur? Quand la guerre s'arrêtera, oui. Les prix redescendront. Et là, le cours, c'est toujours l'offre-demande, hein, la question pétrolière mondiale, mais le cours du baril dépendra de l'économie mondiale. Donc là aussi, il y a toujours 2 options de toute façon. Mais l'option la plus probable, si on en croit les analystes sérieux, c'est qu'on aille vers plutôt une récession, une stagnation, voire une récession de l'économie mondiale. Et dans ce cas-là, s'il n'y a plus de guerre, les prix risquent de baisser. Alors quand je dis risque, c'est de notre point de vue, c'est un risque, hein, pas du vôtre. Jean-Yves Astoin. Non, juste ce que je voulais rajouter, c'est que chaque fois qu'on nous donne une excuse de hausse de baril, soit c'est l'économie, soit c'est la guerre. Et si la guerre s'arrête, ça va être quoi? Ça va être que l'euro est moins fort que le dollar, puisqu'aujourd'hui on achète en dollars. C'est sûr qu'avec la baisse de l'euro par rapport à l'avant-Covid, on paye le gasoil à la pompe 10 centimes de plus. Rien qu'avec la baisse de l'euro. Donc c'est vrai qu'il y a toujours tout un tas de facteurs qui interviennent, mais il n'empêche que fondamentalement, le vrai facteur, enfin le principal facteur, c'est quand même l'équilibre entre offre et demande. Alors, on va prendre le problème de l'avenir d'une façon un petit peu différente que ce qui était prévu. On va suivre ce que faisait Erwan tout à l'heure de l'Institut Sapiens. Bonjour, Monsieur Gantois. Imaginez vous changez de métier et vous êtes patron d'une entreprise de transport. Vous achèteriez quoi comme camion? C'est la fin du pétrole, on est d'accord? Maintenant que vous avez changé de métier, vous pouvez me le dire. Bientôt, les carburants liquides, du bio, du électrique, du gaz. Oui, alors là, la fin du pétrole, c'est certain, oui. C'est acté, c'est écrit dans les textes, et surtout, si je peux me permettre, si je peux être un peu nombriliste, enfin, pas nombriliste parce que je viens de changer de rôle, mais les pétroliers l'ont inscrit dans leur stratégie. Oui, mais 2050, 2070. Donc ça, c'est fait. Oui. Il n'en reste pas moins qu'en 2021, la France a consommé comme énergie dans tous ses transports, routiers, maritimes, aériens, ferroviaires, 98% de carburant liquide, qui se décomposait en 91% de pétrole, 7% de bio. Et en tout, 98%. Et je compte là-dedans le ferroviaire, ça veut dire que les 2%, c'est l'électricité pour le rail. Sinon, tout le reste, c'était des carburants liquides et 91%, c'était du pétrole. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que depuis au moins un siècle, le véhicule thermique qui fonctionne sur carburant liquide s'est imposé comme la meilleure des solutions. Sans concurrence, c'est-à-dire une énergie qui est concentrée, donc stockable, facilement transportable, pas chère. Bon, ça, c'est le point de vue, pas de moi. J'arrive pas à changer de mentalité. Le problème pour demain, c'est qu'on voit toutes ces solutions qui commencent à émerger. Véhicule électrique, le véhicule à gaz, gaz comprimé, gaz liquéfié, le GPL carburant, le véhicule à hydrogène, et peut-être toujours le bon vieux véhicule à moteur thermique avec des carburants de plus en plus décarbonés. Et aucune de ces solutions, en tout cas aujourd'hui, ne s'impose comme la solution naturelle. Et vous sentez quoi, vous? Si on écoute Bruxelles, pour eux, c'est clair, c'est le véhicule électrique. Ils croient qu'en ça, ils nous disent toujours qu'ils sont neutres, mais à la fin du compte, c'est toujours le véhicule électrique, y compris pour les poids lourds. Alors, mais aujourd'hui, il n'y a aucune évidence que ça va s'imposer. Et moi, je suis acheteur, je ne sais pas quoi acheter aujourd'hui. Exactement. Je vais vous donner un conseil, monsieur le nouveau directeur des transports gantois. Je vous présente le patron de la Fédération de la carrosserie. Vous n'y croyez pas, vous? On ne sera pas à l'heure, on ne sera pas prêt. Absolument pas. C'est pas possible. Alors je voudrais juste te dire une chose par rapport à... Vous êtes tous dans la salle aujourd'hui, c'est l'activité économique du secteur à ce jour. Je suis très terre à terre. Donc aujourd'hui, à la Fédération française et les carrossiers constructeurs ou les équipementiers, les carnets de commandes sont pleins.
Mais quand je dis plein, c'est supérieur à 2019, qui était une année de référence chez nous. Alors, le gros souci, bien sûr... Vous parlez équipementier, constructeur. Alors, les équipementiers qui livrent les carrossiers Ouais. constructeurs, qui construisent derrière les semis, les tracteurs, enfin tout ce que vous voulez. Donc, on a de grandes relations de notre côté avec les constructeurs VI, les constructeurs VUL, justement. On essaye du moins de former une grande famille pour faire en sorte que les véhicules sortent du mieux possible. Je ne vais pas dire dans les temps aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de 2023 pour les livraisons. C'est tout à fait le cas parce qu'on a un gros problème de livraison de châssis, déjà à la base. Et puis d'autre part, on a des ruptures de stock dans bon nombre de produits, d'accessoires. Sans parler, on parlait des augmentations de matières premières. Rappelons l'acier, l'aluminium, le cuivre, qui interviennent vraiment dans la construction des véhicules. On a subi des hausses de 40-50%. Aujourd'hui, la plupart des véhicules qui sont vendus par nos carrossiers aujourd'hui, c'est environ 20% d'augmentation de prix. Au bas mot, je dis bien au bas mot, ça peut monter à 30% très bientôt. Je voudrais juste dire également aujourd'hui que les transporteurs, vous subissez, vous, la double peine. C'est-à-dire quand vous voulez investir dans un véhicule, non seulement vous avez les augmentations de matières premières, et puis on vous demande maintenant d'acheter des véhicules propres. Je peux vous garantir que l'addition à la fin va être vraiment salée. Et on a fait, nous, comment j'allais dire, on a regardé, par exemple, un parc de 10 véhicules. Si la personne voulait changer, si le transporteur voulait changer ses 10 véhicules, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas. C'est-à-dire parce que ce n'est pas disponible. Non seulement ce n'est pas disponible, mais en termes de budget, il lui faudra acheter plus que 8 véhicules, par exemple. Et c'est ça le gros problème de l'avenir. Parce qu'ils ne sont pas tous Euro 5, Euro 6 ? Sans parler d'Euro 5, Euro 6, mais quand on vous demande d'aller dans les ZFE, par exemple, maintenant dans les métropoles, il va falloir avoir de l'électrique, par exemple. Mais l'électrique, un véhicule qui coûtait thermique 150 000 €, il en vaut 250 000 aujourd'hui. Jean-Yves Gantois, vous allez en centre-ville, vous allez en hypercentre, vous ? Non, pas du tout. Donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas intéressé par les ZFE, ça ne vous gêne pas, les zones à faible émission ? Non seulement ça ne m'intéresse pas, mais moi je suis partisan pour rester en dehors des villes. Ils vont venir chercher les marchandises en dehors de la ville. Nous, les transporteurs, on ne rentre plus dans les villes. Oui, mais... Et on aura un exemple flagrant avec les Jeux Olympiques. Il va falloir chercher en dehors de Paris, avec des milliards de vélos, je ne sais pas dire des milliers, mais des milliards de vélos libres pour entrer la totalité des marchandises, rien que pour les Jeux Olympiques. Oui. Il paraît qu'en 2024, c'est-à-dire après-demain, il n'y aura pas un seul... ça sera entièrement ZFE. Il n'y aura pas un seul gazole. C'est évidemment impossible. Non, mais on a peut-être oublié que, on a marqué la croisée des routes, mais peut-être qu'on est à la croisée des énergies. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre, moi, comme véhicule ? Qu'est-ce que je vais acheter ? On a des amis ici qui ont des véhicules à gaz qui les ont arrêtés, parce que vu le prix, votre chargeur, il va vous dire, mais ton camion à gaz, là, tu te le gardes, hein, tu me mets tes diesels, hein, moi, je ne vais pas payer 3 fois le prix du transport. Donc, ceux qui ont joué le jeu, qui sont allés les premiers pour acheter des véhicules à gaz, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Et ça vaut quoi un véhicule à gaz ? Vous en faites quoi après ? Il y a un marché de l'occasion sur les véhicules à gaz, en dehors de la France ? Peut-être l'Italie un petit peu, mais après, on va où ? Non, là aujourd'hui, il est urgent d'attendre. Urgent d'attendre. D'attendre ce qui va sortir. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, nous, moi je suis une TPE, donc je suis vraiment l'archétype de la FNTR, l'archétype des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui fait 49% du marché des entreprises en France, tout confondu. Nous, aujourd'hui, on veut une ligne de conduite. Quel constructeur va nous dire, moi je vends du gaz, moi je vends de l'électrique, moi je vends peut-être de l'hydrogène. Alors aujourd'hui, je vais choisir quoi ? Qu'est-ce que vous allez choisir ? Qu'est-ce que vous allez prendre ? Parce que c'est nous, c'est notre pognon. Parce que là, nous, on met de l'argent, mais on veut que ça nous rapporte. Olivier Gantois, c'est la demande, je crois, de toute la FNTR. On voudrait de la visibilité sur les énergies. Ça tombe bien, reprenez votre étiquette, votre casquette de UFIP, énergie au pluriel et mobilité. Est-ce que c'est possible d'avoir de la visibilité ? Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile et on partage cette interrogation d'ailleurs avec les acheteurs de véhicules, puisque nous-mêmes, il faut qu'on décide quels sont les carburants qu'on va distribuer dans nos stations-service. Alors, ce qu'on a décidé pour l'instant, c'est d'être œcuménique, c'est-à-dire de proposer, alors pas dans toutes les stations malheureusement, mais à la fois donc, les carburants liquides traditionnels, le samplon, le gasoil,
du GPL carburant, du gaz qui soit comprimé ou liquéfié, de l'hydrogène et de la recharge électrique. Donc on va proposer tout ce panel, c'est pas parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, c'est parce que s'il y a un marché qui se développe, on veut en prendre une partie. Mais là, tout le monde attend le constructeur attend que l'acheteur décide. L'acheteur, il décide en fonction de l'énergéticien. L'énergéticien, il décide en fonction de... Tout le monde se regarde et personne n'avance. Vers où on va? C'est en gros la question que pose tout le monde. Peut-être, Patrick. Alors, juste une chose aussi qui est très, très importante. À la Fédération, on est complètement transparent et indépendant en même temps. On n'a aucun objectif personnel, je veux dire. Vous parlez de la carrosserie Non, je parle de l'environnement complet de la filière. D'accord. Comme je suis en même temps président de Solutrans, j'ai la grande chance un petit peu d'avoir avec moi tous les constructeurs. Donc on peut discuter de l'avenir et faire justement des grandes conférences sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils disent? En plus, on a mis en place avec le BIP une étude qui s'appelle Visionnaire. Je ne sais pas si vous l'avez vue ou on pourra vous la donner. Qui correspond, j'allais dire, un petit peu aux objectifs de la Commission européenne. C'est-à-dire, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on se pose la question si on est en phase avec les objectifs de la Commission européenne. Moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en 2030, on ne le sera absolument pas. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un bouquet d'énergie, c'est tout, mais on ne va pas avoir l'électrique qui va prendre le dessus, peut-être dans les métropoles. Ça sera peut-être le seul endroit où l'électrique pourra arriver. On va sortir, nous, à la Fédération, au mois de novembre, une plateforme qui rejoint un petit peu votre demande, qui est liée à Visionnaire et qui va permettre à un transporteur qui veut investir, il va nous dire quel usage il veut en faire et tout, et on va pouvoir lui dire, alors attention, avec une marge de sécurité aussi, quelle est la meilleure énergie pour lui, pour l'achat. Et ça, c'est important parce qu'un véhicule, vous l'achetez pour 5 ou 10 ans, oui, en fonction de l'usage. Et on pourra lui dire, grâce à nos relations également avec les constructeurs, ce n'est pas nous qui définissons tout cela. Et moi, je vous invite, alors je fais un petit peu de com, mais là, c'est un petit peu normal, c'est pour vous aussi en même temps. On organise le 17 novembre de cette année, donc à Lyon, au Matmut Stadium. Vous êtes invités, tous les transporteurs. Il y aura 30 véhicules, nouvelle énergie, qui vont être présentés durant 6 heures à peu près. Oui. Tous constructeurs européens confondus. C'est-à-dire que l'on veut montrer à tous les acheteurs potentiels quelle est l'énergie aujourd'hui quel est le véhicule qui est produit aujourd'hui avec quelle énergie. Parce que c'est bien beau de dire on va passer à l'électrique, on va passer à tout. Est-ce qu'en production, on a les véhicules? C'est souvent pas le cas. Il ne faut pas rêver. Et puis pour lancer une production de véhicules, il faut un minimum de commandes, oui, également, chose que l'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et de sécurité. Et de sécurité en même temps. Donc j'aurai 30 véhicules, et quoi je fais? Amstramgram, piqué, collégramme? Je choisis HVO, XTL. Non, mais il y a des choix à faire aujourd'hui qui sont faits par beaucoup de transporteurs. Aujourd'hui, moi je prêche pour aucune énergie, mais aujourd'hui, ce qu'il en ressort, on va continuer à acheter du gasoil, c'est clair. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. En plus, la plupart des transporteurs font de la courte distance, la longue distance. Ils ne peuvent pas dire je vais prendre l'électrique, c'est pas possible à ce moment-là. Éric Gaillard, vous comprenez cette demande de visibilité? Oui, alors il y a plusieurs points. Il y a d'abord le premier point sur le prix du baril, à combien il sera demain. Est-ce qu'il est cher aujourd'hui? Vous voyez, c'est une question. Vous voyez, $100, aux alentours de $100. Rappelons-nous, en 2008, il était à $140. En 2011, il était à $120. Donc là, il est à peu près à un prix effectivement élevé, mais pas. On a connu des prix nettement au-dessus. Est-ce que ça va continuer? Vous voyez, effectivement, ça dépend de l'offre et la demande. Alors la demande, on essaie de la prévoir avec la conjoncture, mais l'offre, vous voyez, c'est l'OPEP, quelque part, qui décide de savoir. Vous voyez, moi, je suis à la place de l'OPEP, j'ai des réserves de pétrole qui sont gigantesques sous mes terres, je peux tenir jusqu'à 2100, et on me dit, à partir de 2050, plus de vente de pétrole. Quel est mon intérêt? Mon intérêt est peut-être de maintenir des prix élevés pour écouler tout ce que... Donc, vous voyez, dire que demain, même si la conjoncture ralentit, il est évident que les prix baissent, ça va dépendre de l'OPEP. Vous voyez, qui est capable aujourd'hui de se dire ce que va faire l'OPEP? C'est un peu compliqué. Ensuite, ce que j'ai entendu, c'est des carnets de commandes qui sont pleins. Effectivement, c'est ce qu'on observe, et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure dans la rétention de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont pleins aussi dans l'industrie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes aujourd'hui, non pas pour vendre, mais pour produire. Problème d'approvisionnement, problème de recrutement. Ça, on peut espérer que, effectivement, de demain, ça ira mieux. J'ai entendu aussi, globalement, il va falloir que j'investisse
dans quoi? Je ne sais pas, est-ce que c'est électrique, etc. Et c'est là où la transition écologique est quand même très problématique, parce qu'on demande à tout le monde, hein, enfin à tous les industriels, à toutes les boîtes, d'investir. Vous voyez, normalement, quand vous investissez, c'est soit pour accroître vos capacités, et donc augmenter votre chiffre d'affaires, soit pour accroître votre productivité, vous échangez pour avoir quelque chose de plus productif et donc gagner des parts de marché. Mais avec la transition écologique, on vous demande d'investir ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pour émettre moins de CO2, c'est-à-dire remplacer peut-être une machine qui était très efficace, très productive, et donc là, c'est de la destruction de capital physique qu'on va faire avec la transition écologique. Il est évident, d'accord, que puisque c'est une demande, parce que c'est un enjeu qui est mondial, ben c'est le grand retour des États. Les États doivent être là, derrière, pour expliquer quel est le bon choix et comment on va aider, parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tous les industriels d'investir massivement pour, globalement, on ne sait pas pour quel intérêt. Et donc c'est là où, si on considère que l'environnement est un bien public, d'accord, et que l'on fait cet investissement au nom de ce bien public, eh ben, il est normal qu'il y ait des aides publiques pour nous aider à cette transformation-là. Et donc il faut bien distinguer l'investissement de capacité, de productivité et écologique. Et ça, bien entendu, vous voyez, on en parle aussi sur la formation, les États doivent être là pour nous expliquer aussi qu'est-ce qu'ils vont subventionner. Et d'après vous, est-ce que les États ont suffisamment d'armes en main, de chiffres, pour nous donner aujourd'hui les bons choix, de choisir une politique? Alors après, c'est sûr je vais poser la même question à l'UFIP après. Peut-être que Erwan aurait dû rester là, parce qu'il n'aurait pas été d'accord avec moi sur le rôle des États, mais globalement, les États peuvent se tromper, bien entendu. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il prendrait les risques. Ce qui est utile, c'est que ça soit pris au niveau européen, parce que seul, on ne peut pas le faire. Et donc, puisque c'est des directives européennes qui vont quelque part nous guider, il va falloir qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors, il faut se concerter avec les industriels, et c'est ça qui manque sans doute pour essayer de comprendre quels sont les enjeux de demain, en termes de qualification, en termes d'investissement, etc. Et ensuite, une fois qu'on prend ensemble des décisions, il faut aller jusqu'au bout sur aussi qui doit payer l'intégralité de ces efforts. Et c'est certes que ce n'est pas à la génération d'aujourd'hui à financer l'intégralité de ce choc-là, sinon, bien entendu, on n'y arrivera pas. Olivier Gantois, est-ce que, si les États ne peuvent pas encore tout de suite, vous pouvez nous donner des directions, des grandes directions, des bons choix? Oui, parce que je disais que pour le monde d'après-demain, on ne sait pas encore quelle est l'énergie, s'il y en a une qui va émerger et qui va prendre le pas sur les autres. En revanche, à plus court terme, et notamment pour demain, après-demain, une solution qui nous semble faire du sens, c'est ce qu'on appelle décarboner les carburants liquides. C'est-à-dire, finalement, offrir un gazole qui soit de plus en plus décarboné. Ce qu'on appelle décarboné, dans notre jargon, c'est que au lieu de prendre du carbone qui était sous terre depuis 15 millions d'années et le faire réémettre par le véhicule, ce qui crée une augmentation de la teneur en carbone de l'atmosphère, on prend du carbone qui est dans l'atmosphère et on le fait réémettre par le véhicule. Donc si on le fait à court terme, ça fait un bilan neutre. Par exemple, vous prenez des biocarburants, la plante a cru l'an dernier, a capté à ce moment-là son carbone, le véhicule le réémet cette année, le bilan est neutre. C'est tous les XY, tout liquide. Alors ça, c'est tout ce qui est biocarburant, le B100, les HVO, tout ce qui est biocarburant. Ensuite, deuxième possibilité, c'est qu'on prend de l'hydrogène. L'hydrogène offre pas mal de possibilités pour demain. On prend cet hydrogène, alors il faut qu'il soit neutre en carbone, c'est-à-dire il faut qu'il ait été produit sans émission de carbone. Par exemple, de l'hydrogène qu'on fabrique à partir d'électricité éolienne ou photovoltaïque. On prend cet hydrogène et au lieu de l'utiliser lui-même dans le véhicule en ayant éventuellement une pile à combustible qui coûterait très cher, en fait, on prend du carbone de l'atmosphère, on le recombine à l'hydrogène, on refait du gazole. Et ça, c'est une deuxième façon de décarboner les carburants. Nous sommes en train, alors là, c'est à plus court terme, en effet, de développer des propositions comme ça. À la fin du compte, le problème, c'est que ces carburants coûtent plus cher que le gazole d'aujourd'hui. Sinon, on le ferait déjà, à la limite, on n'aurait pas besoin du régulateur pour le faire. Donc, un des axes, c'est en effet de trouver une manière, par exemple, de défiscaliser, soit de subventionner les investissements, soit de défiscaliser ces produits, de manière à ce que leur surcoût soit au moins en partie gommé. L'avantage du transport routier, si je peux me permettre, c'est qu'il paye déjà beaucoup de taxes. Oui. Donc, on a la fameuse taxe sur les carburants, la TICPE.
dans laquelle on peut demander au régulateur de taper, de grignoter, pour compenser au moins en partie le surcoût de ces carburants bas carbone. Et nous pensons en effet que pour les années à venir, le développement des carburants bas carbone, donc finalement, je mentionnais tout à l'heure 7% de biocarburants dans les carburants consommés en France, augmenter cette part donc, de carburants bas carbone dans nos consommations, on pense que ça fait beaucoup de sens parce que les techniques sont maîtrisées, ça permet de ne pas avoir à développer des générations de moteurs complètement différentes, hein. Mais par contre, il faut compenser le surcoût. Ouais. Mais la taxe sur les produits pétroliers, c'est bizarre, c'est qu'elle s'applique au colza, qui n'est pas un produit pétrolier. Donnez-nous quand même des raisons d'espérer, malgré tout. Jean-Yves Astouin dit il est urgent d'attendre. Monsieur le patron de Solutrans, le rétrofit, ça a de l'avenir? Le rétrofit, oui, on y pense véritablement, oui. Principalement sur les vulles, dans un premier temps pour les artisans. Parce que quand vous demandez à des artisans de laisser leur voiture, de prendre des véhicules électriques aujourd'hui, il faut savoir qu'un artisan qui va aller livrer en ZFE aujourd'hui, son véhicule, il a peut-être 7 ou 8 ans, mais quoi, avec 50 000 km. Passer électrique. Voilà, un artisan ne roule pas beaucoup. Donc si on lui demande d'investir dans un véhicule à 25 000 euros, il ne pourra pas. Donc la seule solution aujourd'hui, qui est technique, qui est le rétrofit, passer du thermique à l'électrique, ça on peut le faire, c'est un coût, on va dire, en moyenne de 12 000 euros. C'est les VLU, hein, c'est pas... Oui, les vulles. Hein. Mais encore une fois, je veux dire, il faut avoir le personnel qualifié pour faire du rétrofit. Oui. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Et ça, c'est un gros souci. Donc, bon, j'habite la région lyonnaise, je peux vous garantir que là-bas, ça devient très dur dans les ZFE, et beaucoup d'artisans ne savent pas comment, dans les 2 ans qui arrivent, ils vont pouvoir faire leur boulot. Attendez, le B100 est critère 1, ça va? Oui, mais on est dans les vulles, là, éventuellement, oui. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est comment je pourrais dire, on n'est pas très clair dans tout ce que l'on va. Les objectifs ne sont pas clairs. D'une métropole à une autre, les objectifs ne sont pas les mêmes, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc ça aussi c'est important. Donc pour la profession, je pense qu'il faut à un moment donné que le gouvernement, que les pouvoirs publics disent voilà la ligne que l'on sera et on n'en bouge pas. Parce que si je regarde les 2 dernières années, on a parlé on va faire du tout gaz et après on a dit on va faire du tout électrique. Oui. Eh ben on est complètement à côté de la plaque là. Je suis désolé. Il y a une quarantaine de ZFE en France, elles n'ont pas toutes le même règlement. Mais non, c'est sûr. Donc personne n'est égal à ce niveau-là, je veux dire. Mais Jean-Yves Astouin, vous avez quand même les pieds sur terre et vous avez une station dans laquelle il y a 3 bornes à 150 kVA. C'est du gros truc. Vous y croyez, vous, électrique? Ah ben, je suis un peu fou aussi, hein, parce qu'il faut avoir une station-service indépendante, c'est-à-dire pas dépendre des grandes surfaces ou de distributeurs de carburant. Il faut être fou en 2015 de créer une station-service de carburant. Et vous êtes fou. C'est une demande un peu particulière de la commune, donc j'ai créé ça. Après, je me suis dit, bon, on va faire aussi du service, et je me suis lancé, alors je voudrais rester assis, en 2020 pour essayer de faire un superchargeur, puisqu'on nous a dit qu'il faut passer électrique sur les véhicules particuliers, sur le réseau secondaire. Aujourd'hui, des superchargeurs, vous en trouvez sur les autoroutes, vous en trouvez des chargeurs lents sur les restaurations, sur tout ce qui est les centres commerciaux, tout ça et tout. Un superchargeur dans une commune de 4500 habitants, 150 kVA, sur un réseau secondaire, il n'y en a pas. Alors l'investissement, pour ceux qui s'intéressent, une borne superchargeur, ça coûte 75 000 euros. Combien? 75 000 euros. Une 25 000 euros de génie civil, donc on est à 100 000 euros pour investir sur 5 ans une station. Le génie civil, 2 ans d'études pour arriver sur 400 kVA, parce que j'ai demandé quand même 400 kVA au départ pour te dire l'évolution de la borne. Ce qui est... Donc au début on me l'a refusé, le RDF me l'a refusé, après on me l'a autorisé parce qu'il y a un collège qui va s'installer pas très loin. Donc c'est pas demain que j'aurai mon parc de simplement mes poids lourds, hein. Je ne parle pas de mes semis, j'ai 25 véhicules de poids lourds. Sur mes porteurs, 8 porteurs en électrique, pourquoi pas? Sur des régionales, en local, oui. Avec une autonomie de 500 km qui n'existe pas pour l'instant. 2 ans et demi pour avoir une borne, par camion sur un parc de 8 véhicules porteurs. Je ne sais pas comment ils vont faire, hein. Je ne sais pas. L'un de vos gros clients, vous êtes du côté des Costières de Nîmes, hein? On est sur Saint-Rémy-de-Provence, à côté d'Avignon, oui. D'accord, et c'est du vin.
Nîmes, pas loin. Oui, je suis transporteur de vin. Et que vos clients sont allemands. Tout à fait. Mon chargeur, mon industriel avec qui je travaille et qui me demande le fret est un Allemand, oui. Un camion électrique, demain, c'est jouable, l'autonomie? Non. Non. Moi, je ramasse du vin jusqu'à Collioure, donc Collioure 66, hein, Perpignan, rapatrié sur Saint-Rémy-de-Provence, chargé dans un conteneur, rapatrié sur le terminal de Fosse-Marseille. Un porteur, c'est 600 km par jour. Impossible. Sachant qu'il faut 8 à 10 heures pour le recharger. Pour une autonomie actuellement qui est de 200 km vendue 130 réels, parce qu'il y a aussi la différence, attention, entre ce qu'on vous vend et ce que vous avez réellement utilisé. Des impératifs, bien sûr, d'autonomie circulaire, c'est-à-dire que bon, les bouchons, la circulation, la météo, tout ça fait rentrer en compte sur la consommation. Donc ça n'existe pas. Pour aujourd'hui, alors je ne dis pas que je ne suis pas vertueux, on a des véhicules Euro 6, hein, comme tout le monde ici. On attend les directives, ce que vous avez dit est juste, c'est-à-dire qu'on demande à ce que le gouvernement prenne en charge la future évolution de ce qu'on va les dicter, ce qu'il va donner, mais il ne faut pas que ce soit que la France, il faut que ce soit l'Europe. Aujourd'hui, il faut que l'Europe dise, voilà, on est sur de l'électrique, il faut tout mettre les moyens, on est sur du gaz. Bon, le gaz, je suis désolé de le dire, mais je ne pense pas que... Quand vous dites on attend des directives, en fait, c'est presque autant on attend des directions. Oui, des réactions. Et puis surtout, ce que vous avez dit à juste titre, on a peut-être des solutions à apporter. Le carburant de synthèse, l'UXTL, le B100, tout ça et tout, est peut-être une solution la plus viable pour nous. Aujourd'hui, nos véhicules seraient déjà pouvoir être transformés à ce type de produit-là, de carburant. Il nous faut un carburant ou une énergie qui se transporte facilement. Aujourd'hui, un camion à gaz, il faut une station de gaz. Ça coûte énormément cher. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas le faire chez vous, puisque le gaz n'a jamais, l'étude du gaz n'a jamais été combinée avec un transport par citerne. C'est toujours par cheminement enterré. Donc, fait qu'aujourd'hui, le meilleur carburant, c'est le gasoil. Moi, je suis acheteur demain de gasoil. Une semi-complète livraison dans ma cuve enterrée chez moi, ça coûte pinauf en transport. Je parle de la livraison du transport. Le carburant a un prix. Et puis ce qu'on veut aussi surtout, qu'on ait un carburant de synthèse, qu'on ait un gasoil, qu'on ait de l'électricité ou qu'on ait du gaz, on veut un juste prix. Après, une fois qu'on a le juste prix, qu'on a un prix équilibré, on va le répercuter. Jean-Christophe Pic l'a dit, on est des serviteurs. Nous, on prend un point A, on va à un point B. Ça nous coûte tant, on le répercute, c'est tout. Mais il ne faut plus répercuter. Alors aujourd'hui, vous allez répercuter quoi sur du gaz? Sur l'électricité, vous avez un pied de facture d'électricité? Vous avez un pied de facture de gaz? Voilà, on ne l'a pas. Jean-Christophe Pic dit que vous faites un métier de commodité. Parlons aussi de l'avenir. Le rétrofit, mais c'est plutôt pour les véhicules légers. Non, mais le rétrofit, c'est pour les véhicules légers, c'est surtout pour les ZFE. Je voudrais juste rajouter une chose pour les ZFE. On va voir de plus en plus, Lyon, Paris, ce que l'on appelle maintenant les hôtels logistiques se construire en périphérie des villes. C'est ce qui se fait à Lyon aujourd'hui. Ça s'appelle un hôtel logistique. Il va être opérationnel en 2023. C'est-à-dire que les semis vont arriver, décharger les marchandises, et ensuite les marchandises seront reprises par... des dizaines et des dizaines, voire des centaines de vulles ou des vélos cargo, puisque le vélo cargo arrive... Vraiment? Ah mais vraiment, tout à fait. Et je suis... Alors je ne dis pas que je suis obligé, mais c'est mon rôle de patron de Solutrans de dire on va faire un village vélo cargo à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà certains constructeurs, je dis bien constructeurs, qui souhaitent véritablement adjoindre à la vente de leurs véhicules soit des vélos cargo, soit des motos cargo. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, un gros camion, ça pollue moins que 6 véhicules utilitaires. Mais nous, on est complètement d'accord. Hein. On préfère mettre un 19 tonnes en livraison en ville que 10, 20 ou 30 vulles qui vont venir. Maintenant, ce n'est pas nous qui définissons la politique de la ville, hein, encore une fois. Et puis, je voudrais juste rappeler une chose, c'est quand on change d'énergie, nous, les carrossiers constructeurs, le châssis, la construction du châssis n'est plus du tout le même. Donc, il faut revoir tous les plans de châssis. Donc, ce sont des coûts supplémentaires encore qui viennent se greffer. Donc, rien n'est évident. Moi, personnellement, vous me posez la question de l'avenir. Moi, je suis très confiant
au transport routier, puisque j'ai toujours dit que pendant le confinement, on a toujours mis les transporteurs au niveau 2. C'est-à-dire qu'au niveau 1, il y avait le personnel médical, évidemment, mais moi j'aurais mis les transporteurs au niveau 1 également, parce que sans le transport, on n'aurait pas eu tous les approvisionnements dans les hôpitaux. Voilà. Donc il faut que le transport, et ça c'est le message que je fais passer aujourd'hui, il y a le ministre qui devrait arriver là. Il sera, comme prévisible, un petit peu en retard. Mais comme d'habitude, comme tout ministre. Donc, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'il nous faut des pouvoirs publics qui soient derrière le transport routier et non pas contre le transport routier. Oh, vous pensez vraiment que... Ah, je le pense. Ah oui. Tout à Vous fait. pensez vraiment ça? Ah oui, je le pense vraiment, parce que quand on voit qu'il y a 14 milliards d'apportés au ferroviaire, qu'on en apporte, je suis d'accord pour certaines lignes où les transports routiers ne veulent pas forcément aller, c'est pas forcément rentable, mais qu'est-ce que l'on donne, nous, au transport routier? Rien du tout, très sincèrement. Et ça fait 30 ans que je suis dans le métier, donc non. Moi, j'attends de voir un ministre qui dit « Ok, on aime le camion et on va aider le camion ». On avait Gébari l'an dernier qui l'a dit. Bah, écoutez, on verra bien. Pour revenir à un point de vue plus économique, est-ce que dans ce secteur TRM qui est typique, que vous êtes là aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où le manque, non pas de directive, mais de direction globale est paralysante? On ne sait pas où on va, donc ouf, il est urgent de ne rien faire. Non, enfin, on ne sait pas où on va. C'est pas forcément une question de direction est liée aux États, aux administrations. Vous voyez, l'incertitude est énorme aujourd'hui, ça a été dit toute la matinée. Donc globalement, tous les industriels aujourd'hui ne savent pas réellement où ils vont. Mais il est certain que quand on regarde aujourd'hui le niveau, vous voyez, je l'ai dit, d'un point de vue macroéconomique, on est revenu au niveau d'avant-crise en termes de PIB. Et ça masque des disparités sectorielles. Il y a des secteurs comme le matériel de transport, ils sont encore 30% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc vous voyez, eux, on leur parle de la prochaine crise, mais ils sont encore dans la précédente. Dans la gestion de la ils ne sont précédente. pas sortis de la crise. Et vous voyez, sur les matériels de transport, effectivement, alors c'est beaucoup d'aéronautique, d'automobile, l'avenir n'est pas aussi rose que cela. Donc, et de l'autre côté, vous avez des services de transport, alors encore une fois, pas les routiers, mais maritimes qui sont florissants, des services informatiques, communication, financiers qui sont 4% au-dessus voire des fois 10% au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc vous voyez, il y a des secteurs où on peut dire que tout va bien, d'accord, ils sont largement au-dessus du niveau d'avant-crise, bon, et d'autres secteurs qui sont encore en pleine crise économique. Et donc vous voyez, c'est un peu difficile de répondre à votre question, est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Et donc il y a des secteurs, effectivement, ils attendent des aides, parce qu'ils ne sont pas encore... Vous voyez, la crise Covid, où le quoi qu'il en coûte devait complètement... Lorsqu'on levait l'économie, ils devaient repartir, ils ne sont pas repartis. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Et donc, là, bien entendu, ça mérite de guider un peu plus un certain nombre de secteurs pour dire est-ce que vous êtes stratégique ou pas stratégique? Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on ne vous aide pas? Est-ce qu'on vous aide aussi à la transition écologique? C'est pour ça que je parlais de grands retours des États, c'est-à-dire que les États, petit à petit, sont sortis et essaient de sortir en étant juste punitifs. Là, maintenant, il va falloir qu'ils soient incitatifs pour essayer de nous aider à y voir un peu plus clair. La vision des chefs d'entreprise, c'est en général 5 ans, ce qui suppose que les politiques, leur vision est à 10 ans. Est-ce que d'après vous, non, c'est désespéré. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça le problème. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, la vision politique est à très très court terme. Et donc, c'est en cela où on peut peut-être se rassurer du fait que c'est au niveau européen où là, du coup, alors le monde n'est jamais parfait, mais c'est plutôt de l'administration et qu'il y ait des commissaires européens qui aujourd'hui ont des visions à plus long terme, coopératives au sein de l'Europe. On n'a pas parlé de ça, mais tout de même, le grand modèle européen qui était, il faut que tout le monde ait des excédents commerciaux gigantesques. Je pense que le pays qui résume le mieux cette stratégie-là, c'est l'Allemagne. Oui. L'Allemagne, il faut quand même se dire que l'Allemagne s'est plantée. C'est planté parce que globalement, cette stratégie d'avoir 8 points de PIB d'excédent commercial chaque année durablement, ça a mis en péril, bien entendu, les partenaires de l'Allemagne, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, a mis en grande difficulté parce que normalement, quand vous avez 8 points d'excédent, votre monnaie doit s'apprécier par rapport au dollar américain ou la livre sterling qui sont en déficit. Or non, il ne s'appréciait pas et heureusement pour nous parce que vous voyez, l'euro qui est à l'équilibre pour l'Allemagne, c'est un euro à 1,60. L'euro qui est à l'équilibre pour la France, c'est un euro à 1,10. Bon, vous voyez, là, du coup, la logique un peu non coopérative de l'Allemagne
était une erreur. La logique d'investir dans de l'énergie fossile de l'Allemagne était une erreur. La stratégie allemande qui était de dire d'un point de vue de la défense, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, on n'investit plus dans l'armée, c'est une erreur. L'idée de l'Allemagne qui était de dire on va tout vendre et être mercantiliste vis-à-vis de la Chine, c'était une erreur aussi. Donc, et aujourd'hui, l'Allemagne comprend ces erreurs. Donc la coopération va être beaucoup plus forte et j'espère plus équilibrée. Ça ne veut pas dire que ça sera simple, ça veut dire qu'il y aura des grandes négociations avec eux, mais il faut recristalliser un esprit européen avec, pourquoi pas, la transition écologique comme objectif final, mais c'est comme un objectif, et après les moyens d'y arriver, eh ben, c'est de la coopération entre nous, ne pas viser 8 points de PIB d'excédent coûte que coûte. Vous voyez, c'est aussi se dire, ben, on a des concurrents français, italiens que nous, Allemands, on a asséchés. Ben, c'est retravailler ensemble pour avoir des excédents plus maîtrisés, d'accord, mais plus en commun, et avoir des directives européennes qui aillent dans le même sens avec de la compensation. C'est évident qu'on n'arrivera pas à la transition écologique uniquement en punissant, mais c'est au contraire en incitant, et donc peut-être aussi avec de la dette publique. Ça, je pense que c'est un... Vous voyez, je pense que... Dette publique que vont payer nos petits-enfants. Mais oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que... Vous voyez, la dette publique, on doit se dire à quoi elle sert. Pourquoi aujourd'hui je fais de la dette? Si ma dette publique, c'est pour que demain le monde soit plus vivable d'un point de vue environnemental, qu'il soit en paix vis-à-vis de certains États qui ne respectent pas les droits, ben, il est normal que les générations futures qui bénéficieront d'un monde respirable et d'un monde en paix, ben, paient une partie de cela. On ne peut pas demander à une génération d'aujourd'hui de financer tous les enjeux de demain qu'ils ne verront pas, sinon on arrive sur crise de court terme versus crise de long terme. Donc ça, c'est un enjeu qui est crucial. Et ça veut dire qu'il faut nous expliquer pourquoi il y a de la dette publique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les Allemands soient d'accord pour faire une dette européenne. Ce n'est pas une dette française, ce n'est pas une dette allemande, ce n'est pas une dette italienne, c'est une dette européenne. C'est le début de constitution d'un esprit européen et d'une solidarité européenne qu'il faudrait voir aussi dans les transports, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans tous ces secteurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté pour essayer d'avoir un monde meilleur. Avec, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, cet esprit, la fin du low cost, et on paye le vrai prix des vraies choses. Mais oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, la mondialisation, la dette publique ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens pour arriver à un objectif. Et donc il faut mettre la mondialisation au service de la transition écologique, il faut mettre la dette publique au service des investissements demain et de la transition, et non pas avoir un objectif de dette ou un objectif de mondialisation. Une dernière question, après je vous demande à chacun des raisons d'espérer. Juste très rapidement, l'automatisme, les véhicules automatisés, autonomes, c'est après-demain? Très sincèrement, ce n'est pas notre souci aujourd'hui. Oui, c'est après-demain. Je crois qu'il faut être Ça a vraiment été terre à évoqué, terre. donc, Aujourd'hui, on a des soucis. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Il faut être indulgent aujourd'hui avec nos carrossiers constructeurs qui ont souvent leur trésorerie sur le parc. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il leur manque des pièces. Ils ont fabriqué à 95% le véhicule qui leur coûte 60 70 000 euros. Et il leur manque peut-être 1 000 euros ou 2 000 euros pour finir le véhicule. Et la pièce va arriver dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, donc je vous demande à ce niveau-là d'être indulgent. Je sais que ce n'est pas facile pour certains d'entre vous, mais je fais passer quand même le message. Bon, petit tour de table, 5 phrases, grand maximum. Donnez-moi des raisons d'espérer. On commence par vous, Jean-Yves Astoin. C'est l'espoir fait vivre, déjà pour commencer, donc ça c'est important. Moi, juste ce que je voulais rajouter, c'est que bon, je suis transporteur de plusieurs générations, mon père est encore vivant. Je sais que si je avais travaillé comme mon père travaillait, je ne serais plus là. Je pense que mon fils ne travaillera pas dans quelques années comme moi je travaille maintenant, puisque l'évolution elle est là. Ce que je veux juste rajouter, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer, quel que soit le carburant qu'on va avoir, quel que soit le produit qu'on va transporter va payer. Et puis surtout, ce que je voulais dire, là on revient un petit peu sur la ZCFE, arrêtons urgemment la livraison gratuite. Là, la livraison gratuite. Ça, à un moment donné, la livraison gratuite, ça n'existe pas dans le transport. Il y a quelqu'un qui va payer. Et le dernier kilomètre, c'est le kilomètre le plus cher. Ça, il faudra bien se mettre dans la tête que les gens qui vont vouloir de l'écologie dans leur ville, il va falloir qu'ils les payent. Ouais. On commence à fermer les dark stores. Et c'est logiquement, l'Europe va arrêter l'ubérisation du salarié. Jean-Yves Gantois, des raisons d'espérer.
La première, enfin le message, c'est que tant qu'il y aura besoin de gasoil liquide, on sera là pour en fournir. De carburant liquide? Oui, même de gasoil, de carburant en général, mais de gasoil. Ce gasoil va être de plus en plus décarboné, on y travaille. Et l'autre bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'on travaille également sur la fabrication, la production et la distribution des autres types de carburants. Tant qu'on ne sait pas quel sera vraiment le carburant du futur, on travaille sur toutes les pistes. Donc on n'est pas là à attendre que le véhicule du futur émerge, on contribue à sa construction. Mais vous êtes prêts au cas où? Voilà. Vous êtes prêts au cas où? Et d'après vous, la direction va être donnée bientôt? On saura un peu plus? Est-ce que ce que dit Jean-Yves Asselin, c'est-à-dire il est urgent d'attendre, ça va durer longtemps? Moi, si j'avais à faire un pari personnellement, donc ça ne vaut pas grand-chose, c'est que je pense qu'on va sortir du modèle du véhicule unique. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le véhicule, c'est le véhicule moteur thermique gasoil. Et je pense qu'on va en sortir, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute 2 ou 3 types de véhicules qui vont vraiment émerger pour le futur. Mais pas seulement le véhicule électrique. En une phrase, conclusion? Non, conclusion, je suis très optimiste sur le transport routier. Pourquoi? Parce que nous sommes une filière qui investit énormément. Et je crois que quand on investit, généralement, on va très loin. Éric Heyer, merci d'avoir été grand témoin toute la journée. Qu'est-ce que vous retenez? Non, enfin, encore une fois, je vais me répéter, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que vraiment les raisons d'espérer, c'est, je pense qu'on a pris conscience de sortir la stratégie low cost et que, bien entendu, tout a un prix. Et s'il faut payer plus cher, il faut accepter de le faire. Je pense que la deuxième idée, moi, que j'entends de plus en plus, c'est une stratégie européenne et une solidarité européenne qui n'existait pas avant. Et vous voyez, on avait peur de l'éclatement de la zone euro parce qu'il fallait sortir la zone euro pour retrouver une sorte de souveraineté monétaire, etc. Là, on entend beaucoup plus de solidarité. Et là, je pense que ces deux éléments, solidarité en Europe et sortir la stratégie low cost, ça nous permettra d'avoir de la croissance qui redistribuera sans doute de façon un peu plus vertueuse l'activité de demain. Et c'est bien ça que l'on veut, c'est une activité qui soit mieux redistribuée et qui permette aux générations futures de vivre en respirant et éviter vraiment le désastre qui est annoncé de ces flux migratoires qui iront du sud vers le nord. Et ça, si on peut se mettre dans cette stratégie commune, ben, ça nous permettra un mieux vivre demain. Pensons également au long terme. Merci, merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui.